présenter rapidement. Gérald Dessade, voilà, je suis cofondateur d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Shift Avocat. Shift Avocat, c'est 5 avocats. On est dédié à tout ce qui est IP, IT. Donc, on fait du RGPD une grande partie de notre journée depuis quelques années là. Avant, ça s'appelait pas RGPD, on en faisait déjà. Et on fait voilà, tout ce qui est droit de l'informatique, droit du web, un peu de droit des médias, propriété intellectuelle et donc conseil et contentieux. Voilà. Pour présenter très rapidement la structure. Je vous remercie d'être présent parce qu'il fait très beau dehors et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous devez avoir un certain intérêt à la chose et que vous avez peut-être été en plus attiré par ce titre que j'expliquerai très rapidement du RGPD sans bullshit. Et je vous promets que ce sera sans bullshit. Euh, je remercie aussi Gimmonly, parce que je fais très mal les remerciements d'habitude, donc je me le suis marqué sur mon petit papier, parce qu'ils m'ont gentiment invité à cette présentation. Je suis très très content de renouer avec l'écosystème que j'avais un peu délaissé depuis la fin d'Imagineur. Donc voilà, I'm back. Je vais tout de suite commencer par vous partager un petit peu mon écran. Donc je vous dis au revoir en vidéo et puis on continue avec l'audio. Voilà. On entend bien, mais c'est un poil faiblard chez nous. Je ne sais pas s'il y a moyen d'augmenter le volume. Nous, le son est à fond, en tout cas. Ouais, disons qu'en fait, si on prend les gens séparément, un coup ça crie, un coup c'est un peu faible. Mais sinon, si on D'accord. entend bien, ça suffit. Je n'ai pas beaucoup de moyens de moduler, à part moi, à part de crier ou d'abaisser le son de ma voix. Mais Alors, je peux essayer de mettre une petite oreillette si vous voulez. Vous me direz si c'est mieux, si ça se connecte bien déjà. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça n'a pas l'air. Oui, là, c'est bon, oui, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Bon, parfait. Ok, ok. Alors, vous voyez ce que j'ai à l'écran, c'est bon? Pas du tout. Pas encore. Alors, ouais, c'est que ça va venir. Ça met un peu de temps. C'est en train. C'est bon. Là, c'est bon. Super. Super, super. Alors, je disais très rapidement, je vais vous présenter un petit peu le pourquoi du titre, qui peut-être en intrigue certains ou qui les attire ou certains les choquent. Ça les choque peut-être, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je l'ai créé, hein, cette présentation, au tout début de la sortie du RGPD, même avant que le RGPD soit publié et ne rentre en application. En fait, l'idée, c'était de se dire que le RGPD, c'était derrière un terme qui est un peu obscur. C'était, si ce n'est simple, en tout cas, c'était réalisable. Et jamais, au grand jamais, j'ai voulu rentrer dans la logique de vendre de la peur. On n'est pas dans quelque chose qui doit faire peur. On est dans quelque chose qui est plutôt salutaire. Après, c'est des contraintes, mais ça reste quelque chose qui est salutaire. Donc, je me suis toujours inscrit en faux par rapport à cette logique de dire, mon Dieu, si vous n'êtes pas en conformité avec le RGPD, il va vous arriver les pires choses au monde et vous allez subir les foudres de la CNIL. C'est vrai, on va regarder très rapidement, parce que j'aime bien donner quand même le contexte, avant de rentrer dans l'hyper détail juridique, ce qui n'est pas le but aujourd'hui. Et je vais quand même vous donner un petit peu de recul sur tout ça. Donc l'idée, c'est de se dire aussi pourquoi on va vouloir se mettre en conformité avec le RGPD. J'en ai profité du coup en préparant cette présentation pour regarder le 41e rapport d'activité de la CNIL, que je ne vais pas vous détailler parce qu'il fait quelques centaines de pages. Mais il est intéressant, notamment parce que ça vous donne un petit peu l'idée de l'activité de la CNIL et de son ampleur. Parce que la CNIL communique très bien, on en parle beaucoup. On pourrait avoir l'impression des fois que c'est quelque chose de très gros, ce n'est pas le cas. La CNIL, vous voyez, c'est 225 personnes. Les effectifs sont assez stables. Ça n'a pas tellement augmenté malgré l'avènement du RGPD. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fou.
Surtout si vous le comparez par exemple à des services plus importants comme la DGCCRF, hein, donc tout ce qui est répression des fraudes, concurrence, consommation, où là ils vont être près de 3000 je crois à la direction centrale et plus avec tout ce qui est départemental avec la protection des populations. Donc vous avez plus de chances de tomber sur quelqu'un de la protection des populations ou de la DGCCRF plutôt que de tomber sur quelqu'un de la CNIL. Il y a un inspecteur qui s'intéresse à vous. Mais les deux collaborent. Donc en fait, le maillage devient un petit peu plus intéressant et on va dire qu'il y a quand même il y a des cas qui remontent assez facilement aux oreilles de la CNIL. Par contre, on le voit tous les ans, le nombre de plaintes augmente auprès de la CNIL et la plupart des contrôles se font sur, entre guillemets, délation. Donc, c'est souvent comme ça que ça marche. C'est quand il y a un problème qu'ils commencent à s'occuper de vous. Même si tous les ans, ils ont un programme de contrôle. Ils choisissent quelques thèmes. Et on sait que sur ces cibles-là, vous avez plus de chances d'être contrôlé. Donc, alors, il y a eu les agents immobiliers d'une année, il y a eu une autre année, là où c'était plutôt les personnes qui font l'enseignement, les établissements scolaires, etc. Bon. Donc, ça change tous les ans. J'ai plus en tête ceux de cette année, mais enfin, ça ne vous concerne pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de contrôles. Vous voyez qu'il y a 247 contrôles qui ont été effectués, on les voit là. Dans ces 247 contrôles, en fait, à la sortie, vous n'avez que 14 sanctions. On ne peut pas dire que ce soit totalement impressionnant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le chiffre qui est à côté, parce qu'on a quand même 138 millions d'amendes. Ce qui veut dire que quand ça tombe, ça fait plutôt mal. Alors après, il y a des toutes petites amendes dans le tas. Vous avez du 10 000 euros, du 20 000, du 30 000, sur des petits acteurs. Et puis, de temps en temps, vous allez tomber sur des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Alors, je dois avoir le tableau qui est un peu plus loin. Je vais me translater à la page que j'ai notée 97. Voilà. Quelque part par là, vous avez un tableau, vous voyez un petit peu les sanctions. Vous voyez que du coup, vous avez quand même des choses qui, quand ça tombe, bon, c'est des gros acteurs, hein, des fois. Là, vous voyez un docteur, vous avez 3 000 euros, et puis à côté de ça, vous avez Google qui a pris 60 millions. Bon, c'est pas négligeable. Et du Carrefour Bank qui a fait quelques erreurs aussi, traitement déloyal des données. Voilà. Donc, bon, on peut se dire quand même que le risque est faible en termes d'intensité. Par contre, quand la foudre tombe, elle peut faire assez mal. Mais vous remarquerez quand même, et là encore, je relativise parce que ce n'est pas ma vocation de faire peur, je relativise parce que vous voyez quand même qu'en fonction de la taille, vous avez une proportion de la sanction. Donc, gros risque, enfin grosse structure, gros risque, évidemment, quand vous appelez Google, vous avez plus de chances de prendre une cartouche en termes de millions qu'en termes de milliers d'euros. Et évidemment, un des axes sur lesquels joue beaucoup aujourd'hui la CNIL, c'est très souvent ça, c'est de se dire je vais menacer, je vais brandir le bâton plus que je ne vais sanctionner. Ça a toujours été leur credo et ça reste encore aujourd'hui quand même pas mal la façon dont ils travaillent. Alors, honnêtement aussi, à mon sens, par manque de moyens. Hein. Ils n'ont pas le temps d'aller partout. C'est vrai qu'ils vont quand même aller ronger les plus gros os, même si de temps en temps, rien que pour montrer l'exemple, je dirais, ils vont aller sur des petites structures. Et donc, vous avez des associations politiques, vous avez des députés, vous avez des plus petites sociétés, des individuels hein, même, qui sont concernés. Alors, quand on regarde dans les CNIL européennes, en général, toutes fonctionnent pareil. Quand même, elles n'ont pas forcément des budgets énormes, même si je crois que la CNIL allemande est beaucoup mieux staffée. Mais vous avez quand même globalement une logique d'aller taper sur les plus gros. Si on regarde la CNIL anglaise, par exemple, à côté, vous voyez, vous avez Ryanair qui était British Airways, pardon, qui a été sanctionné. Et puis vous avez Marriott aussi qui a été sanctionné. Donc, bon. Le risque existe, on ne va pas se le cacher, mais je ne pense pas qu'il faille considérer que c'est le seul moteur. Alors, je me suis amusé à faire un petit quiz, parce que je suis curieux de voir vos réponses. Alors ça, c'est ma petite présentation. Ouais. Je vous propose de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut respecter le RGPD? En introduction, très simple. Avec la première réponse que je viens un petit peu d'illustrer, parce que je ne voulais pas que vous soyez sans support,
La réponse A, c'est éviter les sanctions de la CNIL. La réponse B, c'est éviter les mauvais procès au prud'homme. Peut-être que ça évoquera des choses à certains. La réponse C, c'est préserver l'image de votre société. La réponse D, c'est mieux valoriser la société. Et puis la réponse E, c'est faire plaisir et enrichir les auditeurs et les avocats. Je l'ai mis parce qu'un client me l'a dit, voire plusieurs clients. Je vous invite à répondre dans le chat très rapidement. Je suis assez intéressé d'avoir vos retours, complètement anonymes, bien entendu. Ça n'engage à rien. Hein. Allez-y, franchement. D, oui, alors c'est facile. Mieux valoriser ma société, c'est pas. Ah non, pardon, en vrai, c'est D, c'est pas évident. Effectivement, on va regarder rapidement pourquoi. A et C, C, préserver l'image de ma société. D'accord, ok. Alors, A, ok, tout sauf E. Il y a des faillots. C'est sympa. Maintenant, vous avez le droit de dire E aussi. Ça en fait partie, certainement. Mais tout sauf E, d'accord, c'est une réponse intéressante. E, bien sûr, d'accord, c'est pas Véronique. On discutera. A, B, C, D, de notre côté aussi, d'accord. Moi, j'ai un doute sur la D. Ok. Bon, allez, vous êtes 4, d'accord. Bon, effectivement, ça fait du monde. Super. Bon, alors je vais pas attendre forcément que tout le monde ait répondu. Alors, la réponse, bah, je vous disais qu'il n'y avait pas d'enjeu parce qu'en fait, vous avez forcément raison. Hein. On est d'accord que, en fait, toutes les réponses sont bonnes. La A étant la plus évidente, à mon avis, parce que c'est quand même le bâton qui a beaucoup fait avancer les gens et c'est l'augmentation potentielle des risques d'amende hein, qui ont été largement augmentés, 10 ou 20 millions, puis 4,5% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Ça fait réfléchir même les plus gros. B, éviter les mauvais procès au prud'homme, c'est une réalité. Je n'ai pas abordé le point aujourd'hui, donc c'était l'occasion un petit peu de le purger, mais le RGPD concerne évidemment aussi les fichiers des salariés. Et donc, c'est un argument qui est parfois avancé dans les procès au prud'homme. Notamment, le défaut de conformité RGPD permet de purger certaines preuves qui sont avancées par les employeurs. Donc, c'est un vrai outil qui peut être utilisé contre la société ou au profit des salariés, ça dépend comment on se place. Donc, c'est un vrai outil de sécurité, en tout cas en termes de relations avec les salariés. Et puis tout simplement, c'est bien en termes de transparence d'expliquer aux salariés dans quelles conditions leurs données sont traitées. Le C, préserver l'image de la société, c'est vrai que c'est un peu le truc tarte à la crème, mais c'est ce qui marche beaucoup, puisque la CNIL utilise énormément cet argument. Elle a tendance, je ne sais pas si vous avez vu dans les chiffres, mais elle fait beaucoup de mise en demeure. Elle fait beaucoup plus de mise en demeure qu'elle ne sanctionne, parce qu'en fait, elle prévient souvent. Par contre, vous avez parfois où elle prévient sans forcément mettre en demeure publiquement, et parfois où elle estime que c'est suffisamment grave pour mettre un petit coup de pression, donc elle va elle va faire une mise en demeure publique, ce qui veut dire que déjà l'image de la société est entachée. Et elle va laisser par contre un délai pour se mettre en conformité. Et la plupart des sociétés arrivent à se mettre en conformité. Certaines font de la résistance, donc là elles sont sanctionnées, ou tout simplement c'est tellement grave que la CNIL décide de sanctionner immédiatement après enquête, quand elle a la certitude que les faits sont graves et que la société en plus avait les moyens d'éviter qu'il n'y ait des atteintes aux droits des individus. Le D est peut-être le moins évident. Mieux valoriser ma société. Alors là, c'est quand on se place dans les due diligence, moi je me place en tant qu'auditeur, on intervient dans des sessions d'entreprise, on intervient dans des audits qui ont pour but de voir un petit peu comment la société fonctionne d'un point de vue juridique. Donc on regarde la propriété intellectuelle, on regarde la partie RGPD. Et c'est vrai que il y a des situations un petit peu, comment dire, ennuyeuses, parce que quand moi j'interroge le dirigeant de l'entreprise, c'est vrai qu'en 4-5 questions, je suis capable assez rapidement de voir le degré de maturité qu'il y a dans l'entreprise par rapport à ces questions-là. Et donc, on va sortir un rapport à la fin qui est plus ou moins virulent en fonction de la nature de l'entreprise. Et vous avez des entreprises qui sont en B2B, ça ne va pas être très grave qu'elles ne soient pas au courant du RGPD, qu'elles n'aient pas fait ce qu'il faut en interne. Et puis, vous avez des entreprises qui sont plutôt orientées B2C, où là, ça va être beaucoup
plus embêtantes parce que tout simplement, elles ont un actif, un patrimoine aussi, qui est celui de leur fichier client, et que s'il a été mal géré et mal mis en conformité, alors là, pour le coup, la sanction, elle peut être assez lourde, c'est que le fichier devient illégal et qu'il est très compliqué de le valoriser dans le cadre d'une vente, voire même ça peut être quelque chose qui va faire annuler la vente a posteriori, quand on va s'apercevoir que le fichier n'est tout simplement pas exploitable. Donc, peut-être un des enjeux cachés qui me semble être le plus intéressant, c'est celui-ci, la valorisation d'un patrimoine, surtout des sociétés qui gèrent beaucoup, beaucoup de données et qui en font une partie, tout partie de leur métier. Ça peut être extrêmement important. Alors, évidemment, je l'ai mis un peu en avant, celui-ci, parce que je pense à tout ce qui est communauté du gaming, communauté des joueurs, des utilisateurs. Donc, on est sur un monde communautaire. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir des gens qui vous suivent, qui sont associés, qui sont fidèles à une licence, ça passe, à mon avis, par, quelque part, un soin qui est apporté à leur information. Bon, c'était pour la blague, mais pas que, pas tout à fait faux non plus. Je passe à la suite. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire si vous êtes, est-ce que vous êtes concerné? Je vous présente un petit peu notre bureau de travail. Ça a été fait pour des petits déjeuners au début. Vous m'excuserez la tasse de café, mais on est presque après manger, donc ça marche aussi. L'idée, c'est de se dire quand est-ce que vous êtes concerné par le RGPD? Alors, c'est un peu, je dirais, bas niveau dans un premier temps, parce que je ne connais pas à tous votre degré de maturité sur le sujet, mais je pense qu'il faut quand même reprendre un petit peu les basiques. Donc, très rapidement, vous allez voir que je vais aller picorer un petit peu dans tous les ronds, là, dans toutes les bulles, et on va aller chercher vraiment de façon très concrète de quoi mettre du relief. Ne pas voir le RGPD comme un bloc, mais comprendre ce que c'est que le RGPD, comprendre comment il se matérialise, comprendre comment vous êtes concerné, quand est-ce que vous êtes concerné, et peut-être au-delà de tout, être capable de juger de votre degré de criticité par rapport au RGPD. Il y a conformité et conformité. Et là encore, je travaille en mode no bullshit. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire que toutes les boîtes doivent être dans une conformité absolue. Il y a plein de sociétés qu'on met en conformité qui sont au final, au sortir, pas tout à fait en conformité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, se dire quelle est la donnée qui est concernée. Donc, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, peut-être que je n'en enfonce pas tellement, parce que des fois, je vois des réflexions où j'ai l'impression que finalement, ce n'est pas si évident que ça. Déjà, il faut une donnée à caractère personnel. Donc, on est d'accord que tout ce qui est fichier d'entreprise, avec des noms de société, par exemple, vous oubliez. Il n'y a aucun intérêt, ce n'est pas de la donnée personnelle, ça n'est pas rattaché à une personne physique. Par contre, même quand vous êtes en B2B, vous pouvez évidemment avoir des données personnelles qui sont rattachées à un contact professionnel. Donc à ce moment-là, s'il y a une personne qui est identifiée avec son poste, un numéro de téléphone, une adresse, même si c'est dans un contexte professionnel et que c'est un fournisseur pour vous ou un client, peu importe, vous pouvez tout à fait considérer, enfin vous devez considérer que vous êtes en face d'une donnée à caractère personnel et que vous avez traité cette donnée, c'est un fichier. Si on rentre un peu dans le détail de ce qu'est une donnée à caractère personnel, il faut qu'on soit capable d'identifier la personne. Alors, une donnée, vous voyez, on citait un petit peu des exemples de données, notamment très directement identifiantes, comme c'est sûr les informations d'une carte d'identité, une carte bancaire, des empreintes, même si les empreintes, déjà, ça commence à être un peu plus fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel? C'est tout ce qui est rattachable à une personne physique, donc un individu. Et là où ça commence à être un petit peu plus compliqué, c'est que vous avez des cas, ça peut l'être comme celui de l'adresse IP, par exemple, où finalement, la personne, elle est plus ou moins identifiable. Elle n'est pas identifiable à l'instant T, mais vous allez collecter de l'information sur elle et on sait, et la CNIL considère, et toutes les autorités européennes considèrent que plus tard, à l'occasion d'un croisement de fichiers, à l'occasion d'autres choses, d'une inscription dans un service,
eh bien, vous allez être capable de la réidentifier. Et donc, toutes les informations qui vont permettre de faire ce tracking, de tracer la personne, vont être considérées comme de la donnée personnelle indirecte, c'est-à-dire qu'elle est potentiellement en fait identifiante, même si au moment où vous l'avez collectée, elle ne l'est pas. Alors ça complexifie un peu le débat. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir le nom, le prénom et puis l'adresse mail pour dire oui c'est bon, c'est de la donnée personnelle, et puis dès que vous n'avez plus le nom et le prénom, de vous dire non c'est bon, je ne suis plus concerné. Non, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dès que vous allez avoir du coup des données traçantes, ça peut être aussi, je disais l'adresse IP, mais ça peut être l'adresse MAC, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être ce qu'on appelle un fingerprinting, donc une prise d'empreinte un peu de la machine de la personne, ce que peut relever certains cookies techniques, dire voilà, quelle est la typologie de machine, on est capable de mettre en place aujourd'hui des technologies qui vont permettre d'identifier des personnes à Adhérents de partir Game à la assez rédaction faibles, travail en fait, pour les prochaines années. bien Pour signer éloignées cette charte, du nom et du prénom. Donc, une studio notion qui est volontaire, finalement assez adhérents de Game Only du secteur du jeu vidéo. nos à adhérents partir ont du décidé moment de où se vous rassembler collectez ces pour travailler. données-là, vous devez vous poser la question. C'est sûr que quand on regarde un petit peu le panel des personnes qui sont inscrites, alors j'ai pas tout le listing, je vous rassure, j'ai pas eu accès à tout le listing de Game Only, c'est pas le but, mais j'ai vu les derniers inscrits, en parlant avec Mathilde aussi, je me posais la question de savoir un petit peu, je me demandais qui a adhéré finalement, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des studios. Il y a des gens qui font aussi, qui sont des éditeurs, il y a des gens qui gravitent dans le monde du jeu, il y a des gens qui sont à la frontière, qui sont entre l'animation et le jeu, il y a des gens qui font des choses beaucoup plus immersives comme de la VR, et c'est là où finalement le RGPD prend, je dirais, un autre sens. Parce que tant que vous êtes studio, la plupart des studios que je suis aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à traiter ces questions de données personnelles parce qu'ils ont peu de contacts avec leur communauté, si ce n'est à travers les réseaux sociaux. La question du RGPD, c'est souvent une question d'éditeur ou de distributeur. Mais on voit qu'il y a quand même des convergences. Il y a des fusions, il y a des lignes qui bougent, qui font que depuis quelques années, il y a des studios qui s'auto-éditent aussi, qui font leur propre jeu en direct et qui le distribuent. Donc, on a des modèles un peu hybrides, dont un qui m'a un peu choqué, je l'avoue, qui est celui, par exemple, de Google et pardon, de Facebook, Facebook avec l'Oculus 2, qui vous impose d'être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir utiliser un casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, ça m'a dissuadé de l'acheter, pour être tout à fait honnête. Je suis un peu un ayatollah du truc, mais j'ai trouvé ça extrêmement invasif. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites au fur et à mesure des années, c'est pas récent, mais qui ont démontré que le jeu vidéo était un extraordinaire laboratoire pour détecter et profiler les personnes, pour faire de l'analyse comportementale. On voit comment les personnes se comportent, on voit comment elles sont capables de réagir à une situation. Donc c'est extrêmement intéressant. Je pense notamment aussi évidemment tout ce qui est serious game et puis tous les jeux, notamment cette société américaine dont j'ai perdu le nom, le Breakaway, je crois, qui servait, qui permettait aux soldats de s'entraîner aux États-Unis. Je pense que c'est toujours le cas. Donc, on est en train de se dire que le jeu peut être un générateur incroyable de données personnelles. Et la transition est toute trouvée puisque les données personnelles, elles se classent en deux grands pans. Allez, on peut peut-être dire trois même. Vous avez les données qui sont vraiment des données basiques. Et puis, vous avez des données qui sont estimées comme étant d'une particulière sensibilité. C'est ce qu'on appelle les données sensibles. Elles sont tout à fait appelées comme ça, on les appelle données particulières. Et avant, dans la loi informatique fichier liberté, on les appelait données sensibles, et on comprend pourquoi. Et d'ailleurs, tout le monde a gardé un peu le nom, tous les DPO aujourd'hui, et tous les gens qui en parlent ont conservé ce wording-là. Donc, quand on regarde un petit peu, ce qu'il y a dans ces données sensibles, origine raciale, ethnique, opinion politique, ce pas forcément des choses qui sont hyper évidentes dans un jeu vidéo. C'est pas ça qu'on s'attend à voir ressortir
de la part d'un joueur. Les convictions religieuses, philosophiques, bon, pourquoi pas, vous pouvez toujours vous dire, vous regardez un petit peu comment le joueur se comporte et vous pouvez en déduire des obédiences, mais c'est pas forcément évident. L'appartenance syndicale, c'est encore moins évident. La santé, c'est encore moins évident. La vie sexuelle, ça peut. Vous pouvez avoir effectivement, dans certains jeux, vous pouvez en déduire une orientation sexuelle ou des mœurs, surtout des jeux un peu libres, enfin en tout cas un univers un peu ouvert. Et puis, traitement des données génétiques et biométriques, où là, vous ne vous sentez pas concerné. Mais, vous voyez que finalement, on pourrait se dire, oui, je ne suis pas tellement impacté. Mais il y a un autre cas où on est quand même très très proche de la donnée sensible, c'est tout ce qui est données de profiling. Le profiling, c'est quelque chose qui est très spécifique dans le corps du RGPD, parce qu'on cite la notion. C'est-à-dire que c'est vraiment une notion où, un peu comme les données biométriques, on va faire un focus dessus. Donc, le législateur a apporté vraiment une attention toute particulière à cette notion de profiling, parce que pour lui, c'est quelque chose qui est extrêmement intrusif. Or, le profiling, en fait, indirectement, va permettre de déduire justement l'intégralité de ces données sensibles. C'est ça qui est finalement un peu perturbant. Et c'est pour ça que le législateur a fait un focus, non pas tellement sur la nature de la donnée en elle-même, mais sur le moyen, une technologie un peu générique qu'il a appelé le profiling, qui derrière, en fait, revêt tout un tas de réalités, que ce soit à travers des cookies traçants ou que ce soit à travers une analyse de comportement dans un jeu vidéo, c'est pareil. Ce qui compte, c'est qu'on va être capable de comprendre comment fonctionne la personne, quelles sont ses habitudes, quels sont ses goûts, et ça peut aller tellement loin qu'on va toucher à sa vie privée, et qu'on va toucher à sa vie privée beaucoup plus loin que ce qu'on aurait même pu espérer avoir il y a quelques années, surtout si vous croisez avec des réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand on joue un peu, on se rend bien compte que le monde du jeu vidéo et le monde du réseau social, je trouve, ont tendance à se rapprocher. D'ailleurs, il y a un truc un peu symptomatique, vous allez me dire, avec le raccourci peut-être un peu facile, mais pendant le Covid, je voyais mes gamins avec qui je bossais, peut-être eu le cas chez vous, sauf que tous les outils numériques de l'éducation nationale à peu près sont tombés en rade, et qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé les outils qu'ils ont l'habitude d'avoir pour communiquer entre eux en tant que joueurs. Donc, effectivement, on s'est retrouvé avec du Discord installé partout, et ça fonctionnait beaucoup mieux. Et ce qui était très marrant, c'est que les profs l'utilisaient. Donc, on s'est retrouvé avec un outil qui n'était pas du tout fait pour ça, qui n'est pas sécurisé pour ça, et l'éducation nationale qui veut relayer ses grandes en disant non, il ne faut pas utiliser ça, c'est une aberration, c'est pas safe, etc. Mais mine de rien, on s'est retrouvé avec, au milieu de tout ça, un outil qui n'était pas fait pour, qui a été utilisé, qui vient du jeu vidéo, et qui montre aussi la puissance, l'efficacité de cet outil-là. Ça fonctionne très, très bien. Bon. Donc, on est dedans. Je pense que dans les jeux vidéo, aujourd'hui, on a très clairement de la donnée personnelle à travers, évidemment, la création du compte. Ça, c'est assez évident, mais pas que. Pas que, parce que vous avez tout un tas de données qui vont pouvoir être déduites et certains vont vouloir de plus en plus en faire un commerce. Donc, il y a certainement un enjeu. Peut-être moins pour les studios qui veulent vivre d'abord de la vente de leurs jeux, mais pour d'autres acteurs, il y a certainement des enjeux extrêmement importants autour de tout ça. D'ailleurs, je ne suis pas là pour dire forcément que c'est pas bien, hein, je précise bien. Je suis là pour dire c'est bien quand c'est bien fait. Donc, on peut avoir des questions autour de l'éthique, de tout ça, oui, bien sûr, mais le RGPD et la CNIL sont là pour défendre les libertés individuelles. C'est le premier article du RGPD, c'était le premier article de la loi informatique, fichiers et libertés. C'est un rempart. Et c'est un rempart extrêmement important, surtout en période de Covid, où on a eu quand même une sorte de stress test, un crash test, comme dit mon confrère Divisio, un crash test démocratique, où les libertés fondamentales ont été extrêmement challengées. Et d'ailleurs, la CNIL a été là aussi pour donner son avis sur les différents outils qui étaient mis en place, et parfois des avis non conformes, enfin des avis défavorables, qui ont obligé à revoir la copie. Donc,
Gardez en tête données personnelles, est-ce que je suis concerné, est-ce que je traite moi-même des données personnelles, et puis est-ce que j'ai dedans en plus des données sensibles, parce que si j'ai des données sensibles, ça veut dire qu'on va changer carrément de braquet. Je n'ai pas fait la précision, mais dans les données sensibles, vous avez une sous-catégorie qui ne sont pas tout à fait des données sensibles, mais qu'on appelle les données hautement confidentielles, hautement personnelles, pardon. Oui. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail. Je pense que Discord n'était pas, en fait, tout simplement. J'ai pas fait franchement, j'ai pas fait l'enquête détaillée, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était pas un outil qui était, comment dire, qui était passé sur les fourches codines de l'éducation nationale, et ils se sont un peu paniqués en voyant que les profs commençaient à l'utiliser. Alors après, ça peut être plein de choses qui leur a fait peur. Une sécurité un peu défaillante parce que n'importe qui se connectait sur les groupes de chat, une police de vie privée pas forcément tout à fait up-to-date par rapport au RGPD, un opérateur qui envoie les données en dehors de l'Europe, donc ça pose de gros problèmes en termes de RGPD. Bon, je pense que ça devait allumer à peu près une dizaine de cases différentes qui justifiaient qu'il y ait une levée de bouclier par rapport à ça, et que l'éducation nationale, un peu prise au dépourvu, veuille réagir. Bon, réagir par la censure, mais ça n'a pas empêché que tout le monde a continué de l'utiliser, ce que j'ai pu constater. Donc, à l'occasion, j'irai voir Discord. J'en ai installé à la maison, donc j'irai voir ce qui se passe. Même ces Zoom sont aussi déconseillés. Oui, bah, de toute façon, tout ce qui n'est pas éducation nationale et tout ce qui n'a pas été avalisé a été plus ou moins banni. Mais après, parce que ce sont des sociétés américaines et qu'effectivement, on n'a pas forcément un niveau de confiance absolue. En fait, on n'en a pas du tout, puisque dès qu'il y a de la donnée qui fuite de l'Union européenne vers le territoire américain, on a un gros problème de RGPD. Oui, mais tout le monde utilise Discord. C'est sûr, c'est sûr. On pourra avoir la discussion. Ça demande une petite analyse de ma part, j'avoue que je ne me suis pas penché sur le sujet. En fait, le plus gros problème, c'est qu'il se moque assez violemment du RGPD. Alors qu'on va voir, ils y sont soumis. Ça me fait une bonne transition. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont soumis au RGPD, puisqu'on n'a pas tout à fait fini. Je regarde s'il n'y a pas trop de questions. Je pose cette question. Oui. Alors, alors, je vais vous faire un petit. Donc là, on était sur les données, et là, on passe sur les responsables. Alors, je suis toujours dans une logique de me dire, est-ce que je suis concerné? Quand est-ce que je suis concerné par le RGPD? Et une fois de plus, je répète bien, j'ai écarté très rapidement la partie droit social, hein, la partie RGPD, RH, je n'en parle pas. Je fais un focus plutôt aujourd'hui dans la partie B2C et relation avec les consommateurs. Vous avez donc une autre question qui est, OK, j'ai de la donnée personnelle, mais comment je me positionne par rapport à cette donnée personnelle? Alors, là encore, on pourrait y passer des heures parce que le sujet est extrêmement profond, mais pour faire simple, la question, elle est un peu binaire. C'est soit je suis le responsable du traitement, et c'est sur moi c'est à moi qu'incombe d'être en conformité avec le RGPD, soit je suis uniquement un sous-traitant, le meilleur exemple du sous-traitant étant l'hébergeur en général, un hébergeur de données type OVH ou Amazon, et je vais avoir des... Alors, je ne vais pas être complètement absous de toute obligation légale, mais je vais avoir beaucoup moins d'obligations que le responsable de traitement. Et en fait, on a une relation entre les deux qui va s'établir. Je vais essayer de schématiser ici. Vous me dites si vous attrapez le mal de mer. Ici, on est sur un schéma un peu classique de sous-traitance. Vous avez un client qui est le responsable de traitement, qui a décidé de créer un fichier de données à caractère personnel. Et c'est lui, nous dit le texte, qui va déterminer les finalités et les moyens essentiels. Donc c'est lui qui va dire, voilà, j'ai besoin de ce fichier,
je veux qu'il soit fait comme ça, je veux qu'il soit collecté je veux que les données soient collectées pour telle raison. C'est lui qui définit le cahier des charges. Et par contre, il va s'appuyer sur des sous-traitants. Le sous-traitant, attention, ce n'est pas le sous-traitant au sens contractuel. C'est-à-dire que n'allez pas penser que tous les sous-traitants contractuels, donc par exemple si vous prenez un graphiste freelance et que vous lui confiez une partie du travail sur un modeling de caractère en 3D ou je ne sais quoi, qu'il va devoir rentrer dans cette logique de RGPD. Parce qu'en fait, il y a très peu de chances qu'il ait l'occasion de stocker en votre nom de la donnée personnelle. Donc, la notion de sous-traitant au sens de RGPD est une notion indépendante de la notion de sous-traitant au sens du contrat classique et du droit des obligations, du droit des contrats français. Ça veut dire simplement qu'on fait appel à quelqu'un qui va être amené à traiter pour nous les données que l'on collecte, donc je disais le cas de l'hébergeur, ou ça peut être quelqu'un qui est amené à prendre connaissance des données, notamment pour des opérations de maintenance. C'est un cas auquel on pense moins, mais qui arrive finalement très très souvent. Et entre les deux, vous allez avoir une relation contractuelle, évidemment, puisque c'est un prestataire, donc vous allez forcément réaliser un contrat avec lui, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous le conseille. Et dans ce contrat, on va rajouter, ça c'est un des gros éléments qui est contrôlé par la CNIL, on va rajouter un contrat, en tout cas une annexe, on appelle ça souvent maintenant l'annexe RGPD. C'est une annexe qui va définir les obligations qui sont celles du prestataire vis-à-vis de son client, le donneur d'ordre, mais qui est aussi surtout un responsable de traitement au vu de cette annexe. Et donc, quelqu'un qui va lui dire les choses et qui va lui imposer un certain mode de fonctionnement par rapport aux données personnelles, mais qui en même temps va s'appuyer quand même, pour une part, sur ce sous-traitant, qui est un sous-traitant technique. Et donc, il va y avoir une certaine opacité technique qui va faire que même le client ne va pas tout à fait voir ce qui se passe en termes de traitement de la donnée. C'est au prestataire de prendre sa responsabilité et notamment de traiter correctement, en conformité avec les instructions du client. Et c'est pour ça qu'on a fait une belle flèche là. Hop, instruction. Il y a un point qui reste à sa charge légalement, c'est la sécurité, c'est-à-dire que la CNIL peut venir sanctionner un prestataire qui aurait été défaillant d'un point de vue sécurité. Ça se voit jugé pour défaillance de sécurité. Je pense que c'est un des plus gros motifs de sanction de la CNIL aujourd'hui, la faille de sécurité. C'est assez logique d'ailleurs. Donc en général, on se retrouve avec un client qui est responsable et c'est lui qui paye l'amende, ou c'est lui qui, en tout cas, qui est mis en cause, et très peu le prestataire. D'ailleurs, on reproche des fois au client d'avoir mal choisi son prestataire, de ne pas avoir donné les instructions suffisantes pour que le niveau de sécurité soit adapté. Donc là, vous avez un peu le gros du RGPD. C'est-à-dire que, est-ce que le RGPD s'applique à moi? Alors, est-ce que j'ai des données personnelles en ma possession, oui ou non? Et ensuite, tout de suite derrière, qu'est-ce que je suis par rapport à ces données personnelles? Est-ce que je suis responsable du traitement ou est-ce que je suis sous-traitant? Et une fois que vous avez fait ça, vous vous dites, bah, théoriquement, je suis soumis au RGPD. D'accord, quel que soit le business que vous faites, quel que soit votre secteur d'activité. Bon, vous comprenez bien déjà que ça nécessite quand même un petit peu d'avoir de la donnée consommateur. Là, on est en train de parler clairement de données qui sont les données des joueurs. On récupère de la donnée. Alors ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être de la donnée de fournisseurs, mais bon, dans vos métiers, c'est peut-être pas le cœur c'est pas le cœur du sujet. Donc, on est plutôt en train de se dire à quelle occasion j'ai de la donnée qui me vient de consommateurs, de joueurs potentiels, de prospects, de clients, et à quel moment je vais me considérer, enfin comment je vais me considérer par rapport à ces données, est-ce que j'en suis responsable ou est-ce que je ne suis que sous-traitant? Donc ça c'est le gros, alors ça c'est souvent nous qui intervenons à ce niveau-là pour définir juridiquement le statut de notre client. Et puis il y a une autre question qui a fait un peu le succès, je dirais, du RGPD, c'est le champ territorial. C'est-à-dire, est-ce que
OK, je coche les premiers critères, j'ai la donnée personnelle, je suis peut-être responsable du traitement, mais je suis quoi? Est-ce que je suis vraiment soumis territorialement à la loi? Et alors là, en fait, c'est très très large, puisqu'il suffit que le responsable du traitement ait son siège dans un des États membres, ou, et c'est là le point peut-être le plus nouveau, il suffit que, même si le siège est à l'extérieur de l'Union européenne, eh bien, on aille collecter de l'information de citoyens européens. Ce qui explique pourquoi même les grosses boîtes américaines ou asiatiques, ou ce que vous voulez, hors UE, soient obligées de se soumettre au RGPD. Alors, j'ai pris, vous voyez, j'ai préparé quelques onglets. J'ai pris l'exemple de Steam parce que ça m'avait amusé. J'étais tombé dessus une fois en me connectant. Je ne faisais pas trop attention à ça parce que mon compte est préconfiguré en général quand je l'ouvre, donc je ne vois pas ça. Mais là, je m'étais mis en mode donc anonyme, et puis du coup, j'étais tombé là-dessus. Donc, vous avez l'accord de souscription sur Steam, par exemple. Puis vous voyez que là, vous avez une case à cocher. Donc là, on est sur un consentement. Je reviendrai sur cette case qui est très, très intéressante. Mais vous voyez qu'il s'oblige, ça c'est clairement du RGPD. Si vous avez ici, tout ça, c'est écrit en mode RGPD. Tout est là pour que ce soit en conformité. On vous cite le RGPD, donc ils se sentent complètement obligés. Ils ont essayé de se mettre en conformité. Je dis ils ont essayé parce que, pour ce que j'ai lu, c'est pas tout à fait ça encore. En tout cas, il y a un effort louable. Et je reviendrai rapidement sur cette fameuse case à cocher. Alors, je continue sur mon petit président. Donc, du coup, tout le monde est concerné, finalement, à partir du moment où ça se passe en UE, du moment qu'il y a de la donnée qui est collectée, du moment qu'il y a de la donnée de citoyens, de joueurs européens qui est collectée, on est tous au même niveau, boîte américaine comme boîte française, même combat. Alors maintenant, je vais essayer pareil, je vois l'heure qui tourne, je vais essayer de mettre vraiment du relief. C'est-à-dire, c'est quoi la mise en conformité? Qu'est-ce que c'est que la mise en conformité? La mise en conformité, moi, je la divise en deux. Il y a ce que j'appelle la mise en conformité interne et la mise en conformité externe ou publique. La mise en conformité interne, c'est peut-être celle qui vous concerne le moins quand on est en B2C. En général, quand on est en B2C, on se concentre plutôt sur la conformité publique. C'est pour ça que je vais commencer par la conformité publique. Qu'est-ce que j'appelle, parce que pour le coup, c'est un vocable qui est un peu propre, qu'est-ce que j'appelle le RGPD cosmétique? Il y a beaucoup de clients qui me demandent du RGPD finalement cosmétique. Ils me disent, moi, le RGPD, c'est bien, mais je n'ai pas envie d'y passer pour plomb des dizaines de milliers d'euros, donc je veux que ce soit efficace, que ça me limite le risque, mais bon, voilà. Et je leur dis, bah oui, de toute façon, je suis d'accord, faisons simple et faisons rapide et faisons efficace. Le premier point, c'est l'information des personnes. C'est ce que je viens de vous montrer avec ça. Ça, c'est l'information des personnes, c'est la privacy policy, c'est l'accord sur la protection de la vie privée, c'est comment ils appellent ça encore, des fois c'est marqué vie privée, des fois c'est marqué, tous les vocabulaires sont possibles. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, et que ce soit facile à lire, que ce soit compréhensible pour le joueur et pour le consommateur. Donc ici, ça c'est le premier point. Donc dans les informations des personnes, vous avez une longue liste de tout ce qu'il faut indiquer. Vous avez vraiment un formalisme extrêmement fort à observer pour que ce soit conforme. Sinon, en fait, la CNIL fait une analyse à distance. Ils ne se déplacent même pas. Ils regardent et ils vont vous faire le reproche de ce qui manque. Un peu d'ailleurs comme la DGCCRF peut le faire sur les conditions générales de vente, si vous avez déjà expérimenté ça. Donc là, on est, d'ailleurs, je l'ai dit un petit peu en creux, mais on est sur des contrôles qui ne sont pas des contrôles sur pièce ou sur site. On est sur des contrôles à distance de la CNIL qui va se connecter, faire un constat et inspecter les conditions d'inscription. Elle va se faire passer tout simplement pour un utilisateur.
Alors, je n'ai pas le temps d'écrire tous les droits parce qu'il me faudrait 1 heure rien que pour vous expliquer en quoi ça consiste, mais c'est assez classique, hein, le droit d'accès, notamment aux données. Je pense que vous l'avez un peu en tête puisque vous avez vu vous-même la phrase assez classique que quand vous vous connectez, on vous explique vos droits et ça fait partie des informations obligatoires. Un autre point qui est très qui focalise énormément d'énergie, en fait, c'est le consentement. Alors, le consentement, c'est un dispositif qui est assez particulier parce qu'en fait, il peut être utilisé, enfin, il peut sortir au coin du bois, si vous voulez. Il y a des cas où on ne le voit pas forcément venir et vous vous retrouvez avec une obligation d'avoir un consentement. Il y a des cas qui sont assez évidents et puis il y a des cas qui sont un peu plus compliqués. Le consentement, c'est en général la chose que les gens veulent éviter parce que derrière un consentement, il y a le consommateur doit cocher une case. Et on a de la jurisprudence très récente de la CJUE qui a encore confirmé qu'une case pré-cochée, ça n'était pas possible pour un consentement. Il faut qu'il y ait en fait, la case qui doit être cochée, le fait de cocher, ça prouve qu'il y a eu une prise en compte par le consommateur et une action qui démontre qu'il a eu un consentement éclairé et qu'il ne s'est pas laissé, je dirais, embringuer dans un flow, dans un workflow auquel il n'a rien compris. Donc en tout cas, on l'oblige à avoir cet instant d'arrêt où il doit cocher la case. Alors c'est des choses qui sont des fois rentrées assez naturellement dans les habitudes, notamment auprès des UX designers, des fois qui se disent ok, dans le workflow, c'est clair, et excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Il y a un moment où il va falloir que je mette une case à cocher. Bon. Reste que ce n'est pas tous les jours, tout le temps évident. Excusez-moi, ça va mettre un petit peu de temps parce que j'ai fait une bêtise en appuyant sur le mauvais bouton de ma souris. Et comme je suis en ligne avec la vidéo, ça met 3 heures à charger. Voilà. Donc, le consentement reste que c'est quelque chose qui est assez courant, puisque vous le rencontrez sur tous les sites, au travers des cookies. Donc, je vais en profiter pendant que ça recharge. Le cookies, ça a fait l'objet d'une nouvelle, alors, de nouvelles recommandations au 1er octobre 2020. La CNIL a publié les nouvelles recommandations, c'était une sorte de mise à jour sur la façon de mettre en ligne des cookies. Et vous avez peut-être remarqué que dans les sites que vous consultez fréquemment, vous avez eu un changement des cookies manager. Et en général, quand c'est bien fait, maintenant, vous avez quelque chose qui est censé ressembler à ça. Voilà. Vous avez quelque chose qui est censé ressembler à ça. Alors là, je me suis mis sur le site de BPI, parce qu'au moins, j'étais à peu près sûr de tomber sur quelque chose de propre. Et vous avez un parallélisme des formes maintenant qui a été rendu obligatoire. Alors, c'est un des éléments parmi une dizaine d'éléments qui expliquent ce que c'est qu'un bon pattern pour un cookies manager. Mais ça, c'est vraiment le truc classique. C'est-à-dire qu'on vous explique le contexte et on va vous expliquer, vous pouvez rentrer dans le détail si vous le souhaitez, mais surtout, vous avez le bouton tout accepter. Et à côté, vous avez le bouton tout refuser. Et vous n'avez pas besoin de rentrer dans des sous-menus, de sous-menus, de sous-menus pour arriver à essayer de comprendre comment paramétrer le truc. Il y a des endroits encore, je crois que c'était chez Oculus, je n'ai pas pu garder la page, mais quand vous allez sur la page d'Oculus, en fait, à aucun moment, vous ne pouvez refuser. On vous donne l'impression que vous pouvez refuser, mais vous ne pouvez pas refuser. Vous êtes obligé à la fin d'accepter. Ça, ce sont des mauvais patterns qui sont documentés par la CNIL et on vous dit non, ça, c'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est donner une équivalence de chance au consommateur d'appuyer sur le tout accepter ou d'appuyer sur le tout refuser. Et s'il veut, effectivement, il peut se dire, OK, moi, je ne veux pas paramétrer et donc rentrer dans une gestion un peu plus fine. Il y a quelques fous comme moi qui s'amusent à le faire, où je refuse les cookies de ciblage, mais par contre, je veux bien certains cookies quand même pour avoir de la publicité un peu plus précise. Voilà. Bon. Mais la plupart des gens, en général, font tout accepter. Et peut-être que demain, ils feront tout refuser. Sauf pour les sites qui vont vous dire bah non, pas possible, parce que si vous refusez tout, je ne peux pas vivre de la pub, donc je vous demande un abonnement. Il y a certains qui commencent à faire cette dichotomie-là en disant soit vous acceptez la pub, soit je vous fais payer. J'ai encore un petit doute sur le fait que ce soit acceptable en termes de validité du consentement qui est donné. Mais du coup,
vous pouvez refuser le consentement, simplement on vous dit bah, non, vous ne pouvez pas rentrer si vous refusez, ce qui viciait un peu le consentement, parce que la personne va vouloir du coup accepter les publicités pour pouvoir rentrer. Donc là encore, il y aurait beaucoup à dire. Donc ça, c'est un gros chantier de 2020 qui concerne potentiellement toutes les personnes qui ont un site internet et qui, même une application d'ailleurs mobile, et qui vont avoir du cookies autre que technique. Parce que le cookies technique, bah, vous voyez qu'il est là, cookie strictement nécessaire, et que le cookies, il est coché sur oui, parce que celui-là, on a le droit de le collecter sans demander l'autorisation des personnes. Donc, on est là sur un dispositif, on est sur un dispositif qui est vraiment très, que vous voyez tous les jours, qui vous paraît complètement anodin peut-être aujourd'hui, mais le fait de passer à des cookies managers, finalement, c'est pas très vieux, voire même c'est très récent, et c'est quelque chose qui est en train de se structurer de plus en plus et qui arrive à un bon niveau de maturité. Ça fait partie vraiment des grands enjeux de la mise en conformité. Donc, quand vous dites je me mets en conformité et de façon un peu cosmétique, déjà vous avez les cookies ici. Cookies égale consentement. Même si le consentement, il y a d'autres cas dans lesquels on peut demander le consentement, notamment quand vous collectez des données sensibles, comme on a vu tout à l'heure, vous allez devoir demander le consentement. Quand vous allez demander une carte bleue et que vous voulez conserver la carte bleue chez vous, vous allez devoir demander le consentement. Donc, on a plein de cas où il va falloir demander le consentement. Et un des cas aussi, c'est le cas des mineurs, qui va vous intéresser. Le RGPD dit qu'en fait, un mineur peut donner son consentement pour la collecte de ces données à partir de 13 ans, mais que les États membres sont libres de définir une autre limite, plus haute. Et donc, c'est ce qu'a fait la France, et la France a mis la limite à 15 ans. Et donc, ce qui est marrant, c'est que, effectivement, vous avez vu, quand on est là, vous apercevez que Steam s'adresse au territoire français, mais à conserver la limite européenne, et sur le territoire français, cette limite, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que théoriquement, il devrait y avoir marqué 15 ans, et 15 ans, et on va demander le consentement aux mineurs et le consentement des parents. Donc en fait, rien que dans ce dispositif-là, Steam aujourd'hui n'est pas en conformité avec le RGPD. Bon, vous voyez qu'ils n'ont pas encore été sanctionnés, je ne suis même pas sûr qu'ils aient été inspectés, mais pour vous dire que quand je fais ce genre d'exercice-là pour préparer des interventions, je prends quelques exemples. Allez, 2 fois sur 3, je tombe sur un site qui n'est pas en conformité. Donc, il y a une énorme maturation encore à avoir. Peu de personnes sont tout à fait en conformité. Par contre, je suis plus embêté qu'un site comme Steam, effectivement, ne fasse pas l'effort, même si ça paraît un peu incroyable de se dire c'est pays par pays européen, parce que là, ça va pouvoir varier entre 13 et 18 ans. Donc, on peut imaginer que chaque pays européen s'amuse à avoir un niveau différent. Dans les faits, ce n'est pas tellement le cas. Il y en a beaucoup qui sont calés sur le texte. Nous, la France, on dit non, 13 ans, c'est trop jeune, 15 ans, c'est mieux. Bon, ce n'est pas tous les pays qui l'ont fait. C'est loin d'être faisable pour une boîte comme Valve. Voilà, toujours un peu déçu que des gros acteurs ne montrent pas l'exemple, mais je ne connais pas leur niveau de maturité en interne. Donc, ici, très rapidement, un point qui est aussi extrêmement important, qui peut être testé, c'est la sécurité. La sécurité, une grosse brèche de sécurité, c'est pas beau. Un site qui est mal sécurisé, c'est très facile à voir. En fait, c'est même pas la CNIL qui va aller inspecter, c'est les gens qui vont le dire. C'est les utilisateurs. Il y a quelques utilisateurs, des fois, qui sont un petit peu tatillons, qui vont aller checker la sécurité des sites et qui font remonter les défauts de sécurité des sites. Et c'est souvent comme ça que les sites se font attraper. Donc, attention à avoir un niveau de sécurité suffisant parce que c'est un vrai souci, c'est un vrai enjeu pour la CNIL. Dès que vous collectez de la donnée personnelle, vous êtes tenu à une obligation de sécurité informatique. Et votre sécurité informatique dépend de la sensibilité des informations et donc du risque que vous faites encourir aux personnes. Donc déjà, si vous respectez, si vous avez une politique de vie privée qui est propre, si vous collectez bien, si vous avez un cookies manager qui est propre, si vous faites attention à ces demandes de consentement, notamment pour les mineurs, et si vous avez un niveau de sécurité qui est suffisant, honnêtement,
cosmétiquement, vous êtes bien. C'est-à-dire que sur un contrôle à distance, vous n'aurez pas de problème. Vous n'avez pas allumé les voyants rouges, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon. Là, je suis resté parce que j'ai pas le temps, mais je suis resté sur hyper cosmétique. Après, en cas de contrôle interne, il y a beaucoup plus de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Vous voyez, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être intéressantes à auditer pour la CNIL, notamment le registre, parce que vous devez tenir une sorte de livre comptable de tous vos traitements, y compris RH. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vous demander en cas de contrôle. Et puis, vous pouvez, ça serait pas votre cas à mon avis pour la plupart, mais on peut vous demander un DPO. Pourquoi il n'y a pas de DPO? Bon, parce que vous traitez beaucoup de données, par exemple, et on s'étonne qu'il n'y ait pas de DPO, et on peut vous en faire le reproche. Donc, sachant qu'un DPO, ça coûte cher, qu'il faut le trouver, que ça ne peut pas être quelqu'un de l'encadrement. Donc, ce n'est pas évident à trouver, et souvent, les sociétés n'ont pas de DPO interne, elles ont des DPO externes, ou elles ont un DPO qui n'est pas vraiment un DPO, qui est un référent. Parce que la loi n'oblige pas à avoir un DPO. Et là, je fais du no bullshit aussi. Là, le DPO n'est absolument pas obligatoire. Il y a certains cas dans lesquels il est obligatoire. Vous n'avez pas l'obligation de signer un DPO, c'est une boîte de consulting, j'avoue, vont un peu vite, et elles vous vendent du DPO à tout craint, c'est pas vrai. Pas forcément un DPO, ça s'étudie, ça se vérifie, il y a des cas où c'est bien d'en avoir un, des cas où c'est pas du tout utile. Voire même des fois, des cas c'est dangereux d'en avoir un, parce que en fait, celui que vous désignez, ça n'est pas un bon DPO. Autre point, je reviens sur le consentement. Attention au consentement. J'avais fait une petite présentation ici. Le consentement, c'est pas pour tout et n'importe quoi. Il y a des fois, je vois des gens qui mettent du consentement vraiment pour des choses qui ne nécessitent pas du consentement. Le consentement, c'est une des bases légales, c'est une des 6 bases légales qui permet de faire de la collecte de données. Dans la plupart des cas, le consentement, c'est pas indispensable. Mais vous avez des cas où c'est obligatoire. C'est vrai que pour les cookies, c'est obligatoire. C'est vrai que pour les mineurs, c'est obligatoire. C'est vrai que pour les données sensibles, c'est obligatoire. Par contre, et c'est vrai que quand vous n'avez vraiment pas d'autre base légale, mais là, il faut faire l'étude juridique vraiment bien, ça peut être le seul moyen de collecter une donnée. Mais dans les autres cas, vous n'avez pas forcément besoin. Je vais essayer de vous les retrouver. Je sais plus où ils sont. Je vais essayer de retrouver les bases légales. Vous avez d'autres bases légales, vous avez d'autres moyens qui vont vous permettre de justifier de votre droit à collecter, notamment l'exécution du contrat. Si vous avez un abonné à un service, l'exécution du contrat sera une très bonne base légale. Et puis, vous avez tout simplement l'intérêt légitime. Alors, l'intérêt légitime, toujours pareil, si vous regardez par exemple chez Steam, vous faites un petit. Quand on est un peu vicieux, on va chercher les choses. Donc, intérêt légitime. Là, on vous dit lorsque cela est nécessaire aux fins des intérêts légitimes de Valve ou d'un tiers. Ça, c'est nul. On ne dit pas qu'on utilise l'intérêt légitime quand c'est bien d'utiliser l'intérêt légitime. C'est pas comme ça qu'il faut monter les choses. Par contre, si vous allez chez Ubisoft et vous cherchez la même chose, vous allez tomber sur un discours qui est beaucoup plus clair, où on va vous expliquer effectivement que dans certains cas, c'est logique d'avoir d'intérêt légitime. Pourquoi? Parce que on a besoin, pour une meilleure expérience de jeu, pour la sécurité des services, pour modérer la communauté. Voilà, ok, je comprends pourquoi, dans certains cas, c'est l'intérêt légitime de l'éditeur, là en l'occurrence, qui prévaut sur les droits de la personne. Mais c'est jamais l'intérêt légitime qui peut être sorti à tout bout de champ pour n'importe quoi, en gros, quand ça m'arrange. Et c'est un peu ce dont on a l'impression quand on lit, j'avoue, cette version-là de Steam. Donc, là, à mon avis, il y a un gros travail à faire, vous voyez, sur un texte comme celui-là. Donc, c'est un travail un peu technique. Il y a un vrai challenge sur ces points-là qui sont des points juridiques, mais il n'y a pas que des points juridiques. Et je conclurai par ça. C'est-à-dire que vous voyez que la mise en conformité, en fait, si vous regardez la mise en conformité publique, si vous regardez la mise en conformité interne, il y a une multitude de points sur lesquels vous allez agir. Et à la fin, quand vous avez tout fait, vous pouvez vous dire, OK, je suis 100% en conformité avec le RGPD.
Donc, effectivement, ça va nécessiter un peu d'audit, ça va nécessiter de la cartographie, la désignation peut-être d'un DPO, des études d'impact, je ne vous les souhaite pas, mais dans votre cas, je ne pense pas qu'il y en ait, mais c'est le gros truc qu'on essaie d'éviter. Il peut y avoir, il faut qu'il y ait le registre qui soit mis en place. Il doit y avoir un travail sur le privacy by design et privacy by default. Ça, je vous en dirai un mot juste à la fin. Et puis, une documentation de tout ça. Et quand vous avez fait cette partie-là, vous pouvez vous dire, je suis 100% en conformité avec le RGPD et ce n'est pas du tout inatteignable. Aujourd'hui, on voit bien comment faire les choses. On a de moins en moins de cas qui sont problématiques, à moins de partir sur des choses extrêmement complexes en droit de la santé ou sur certains modèles économiques qui posent question, notamment là, sur les schémas que je ne vous ai pas montrés, où on a des problèmes de qualification. Mais sinon, c'est quand même assez possible aujourd'hui, c'est complètement réalisable de se mettre en conformité. Maintenant, il y a des points qui ne sont pas forcément des points juridiques. Il y a des choses qui relèvent de la pure sécurité, comme je vous l'ai expliqué. Il y a des choses qui relèvent de l'organisation interne, notamment par exemple sur les obligations en cas de violation de brèche de sécurité. C'est plutôt de l'organisation. Vous avez une brèche de sécurité, vous devez informer les personnes, vous devez informer l'autorité, vous avez un délai de 48 à 72 heures, vous devez obligatoirement mettre en place un process pour savoir qui va s'occuper de ça en cas de problème. Donc là, il y a un peu comme dans une norme ISO, vous devez documenter le process interne. Et ça, c'est que de l'organisation, ce n'est pas du tout du juridique. Et dans le software, je vous avais dit que je reviendrai sur le privacy by design. Qu'est-ce que c'est que le privacy by design? Qu'est-ce que c'est que le privacy by default? Ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous allez devoir, le contenu de ma slide n'est pas la meilleure pour ce que je vais dire, mais dans ces deux notions, privacy by design et privacy by default, il faut vous dire que quoi que vous fassiez, c'est-à-dire que vous faites une base de données de joueurs, vous faites un réseau comme Discord, où vous allez vous permettez aux gens de se connecter, de communiquer. Vous faites un portail d'accès multi-jeux, vous faites une plateforme de vente en ligne de jeux, tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut concevoir le logiciel au sens large, avec un cahier des charges, voire même, je dirais, des spécifications fonctionnelles qui prennent en compte les contraintes du RGPD. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait l'analyse en amont du RGPD, de ce que vous voulez faire avec vos données, donc ce qu'on appelle les finalités. Et il faut vous dire quelles sont les conséquences. Est-ce que j'ai du consentement à demander? Quelles sont les durées de conservation de mes données? Sur quelle base légale je m'appuie? Et tout ça, vous allez devoir le remettre en forme. Vous allez devoir le transformer et l'inclure dans votre cahier des charges. Et donc, ça va se traduire, c'est tout simple, ça va se traduire par des choses comme ça, en fait. C'est-à-dire que rien que ça, de vous dire, j'ai des mineurs dans mes utilisateurs. Je sais que j'ai des mineurs, donc je sais que je dois demander un consentement. OK, donc j'ai une case à cocher. Oui, mais à qui? Aux mineurs et aux parents. Ah ouais, donc j'ai pas une case à cocher, j'ai deux cases à cocher. Et donc, à côté, je dois avoir le consentement. Là, on n'a pas vraiment le consentement, c'est tout pourri. Et donc, le consentement doit être présent à côté. On doit expliquer clairement pourquoi on demande le consentement. On doit expliquer aux mineurs, on doit expliquer aux parents. Et surtout, on doit donner la possibilité ensuite de retirer le consentement à tout moment. Là, je vous avoue, je n'ai jamais essayé sur Steam, je n'ai pas osé. Mais à tout moment, le mineur doit pouvoir retirer son consentement. Et les parents aussi. Donc ça, ce sont des spécifications. Vraiment, c'est en base de données. Il faut vous dire que la personne vient, elle dit non, je ne veux plus donner mon consentement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ma base de données va survivre à ça? Qu'est-ce que je vais faire en termes de fonctionnalités? Quelles sont les fonctionnalités qui vont survivre alors que la personne m'a dit je ne veux plus? Est-ce que ça veut dire que je lui dis ok, tu sors, tu n'as plus le service, tu n'as plus rien? Ou est-ce que je lui dis non, il y a une partie des services que tu ne peux plus avoir, mais il y a une partie qu'on va continuer à conserver? Voilà, il y a tout ça qu'il va falloir penser. Et ça, c'est du privacy by design. Donc ça veut dire prendre en considération, un peu comme une voiture, j'ai toujours l'habitude de comparer ça avec la voiture. On sait que la voiture, il ne suffit pas que ça roule, il faut aussi que ce soit protecteur pour ses occupants. Donc, on doit se poser la question de comment je fais en sorte que la voiture, elle protège ses occupants
Alors, OK, elle roule. Maintenant, je mets des ceintures de sécurité. Je sais qu'il y a une partie de la calandre qui doit se déformer pour absorber le choc. Voilà. Et c'est ça. Où je mets les airbags, etc. C'est exactement le même problème. On doit inclure la sécurité vraiment directement dès la conception, d'où le terme privacy by design, parce que c'est dès que vous commencez à réfléchir à quelque chose que vous devez rendre votre logiciel en capacité d'être lui-même conforme au RGPD et donc de vous rendre conforme au RGPD à votre tour. Voilà. Ça marche aussi quand vous êtes sous-traitant d'ailleurs, quand c'est vous qui développez pour un éditeur ou quand c'est vous qui développez pour un donneur d'ordre, quel qu'il soit, vous devez avoir ce souci-là aussi de l'aider à se mettre en conformité sur ces aspects-là. Et ce qu'on constate actuellement, je finirai, je pense, par là, c'est qu'on voit vraiment que des fois, on est entre les deux, c'est-à-dire que ni le donneur d'ordre, ni le prestataire ne savent exactement où ils vont. Et donc, on va complètement passer à côté du sujet et on va se retrouver avec un truc qui fonctionne, mais qui n'est pas conforme au RGPD et qui ne peut pas permettre d'ailleurs de rendre les traitements conformes au RGPD. En tout cas, pas sans un refactoring des fonctionnalités du code. Voilà, j'ai fait en 1 heure, enfin presque. J'ai un petit peu débordé, je m'en excuse.